Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Jules Torres et Paul Melun sont avec moi dans ce studio. Jules Torres, journaliste politique au JDD, bien sûr. Paul Melun, écrivain et essayiste. Bonsoir Pascal. Nous avons choisi de parler ensemble du budget demain qui arrive à l'Assemblée nationale. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, demande des efforts, je dis bien considérables, ce sont les mots qu'il a employés ce soir, à faire pour assainir nos finances publiques. Bien. On n'a pas le choix, il va falloir se serrer la ceinture. Mais qui va devoir se serrer la ceinture ? J'ai un peu le sentiment, et c'est pour ça que j'étais un petit peu remontée ce soir, que ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on va taper sur les Français, comme ça a été le cas ces 50 dernières années. Tous les impôts qui ont été mis en place, qui devaient être temporaires, sont tous restés. On est une des sociétés les plus taxées au monde et on nous dit, et on nous laisse pas, partout on entend ce petit message, tous les politiques montent au créneau en disant attention, il va falloir se serrer la ceinture. Pardon, mais moi ça m'exaspère. Je pense qu'il y a des solutions peut-être alternatives à trouver. Au moins, ils font débattre à l'Assemblée nationale pour ne pas taxer le porte-monnaie des Français qui croulent déjà sous un niveau de charge exceptionnel, non ? Absolument, Pascal. Vous avez raison. C'est exaspérant, c'est exaspérant. Oui. Alors moi, ce que femme veut, ce que Pascal veut, Dieu le veut. Voilà. Il y a toujours d'accord avec Pascal. Il veut bien faire voir. Il y a une vérité quand même qu'il faut rappeler, c'est que Michel Barnier a eu 15 jours pour faire ce budget. 15 jours, ça ne permet pas de faire un budget avec des réformes structurelles, avec des grandes coupes budgétaires. Ça permet de faire quelques économies par-ci par-là. Et en effet, il a dû dégainer cette carte de l'impôt. Michel Barnier, quand on connaît son CV, on sait que c'est pas un apôtre de la hausse de la fiscalité. Quand il se présente à la primaire des Républicains en 2021, il n'est pas du tout sur cette ligne-là. Il dit pas une seule hausse d'impôt. Mais Michel Barnier, il a prévenu dès le début. Il a prévenu que tout le monde devrait serrer la ceinture, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les personnes les plus fortunées, que ce soit les classes populaires et les classes moyennes, notamment via la hausse de l'électricité, que ce soit les retraités totem, s'il en est, de tous les gouvernements successifs qui refusent de toucher aux retraités pour la simple et bonne raison que un électeur sur deux, selon les campagnes, sont des retraités. Donc, il touche à tout le monde et il nous a prévenu. Le sujet, c'est est-ce qu'on va lui laisser la chance de faire plus de 6 mois à Matignon et pourquoi pas avoir un budget et des réformes structurelles sur l'année 2025 ? Parce que on pourra avoir tous les débats qu'on veut à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, moi je crains qu'il y ait des discussions qui ne soient pas très intéressantes, qu'il y ait des blocages, notamment via la France Insoumise qui depuis 2 ans, voire même 3 ans, nous a habitués au pire des scénarios et à un théâtre assez mortifère. Je crains qu'on n'ait pas ce débat-là, qu'on ne puisse pas l'avoir sur des grands sujets de fond. Parce que le sujet, c'est pas de récupérer 1 ou 2 millions par-ci par-là. On a des débats sur l'AME qui sont assez stériles, moi je trouve. C'est-à-dire que c'est pas en récupérant 500 millions par-ci, 500 millions par-là qu'on va y arriver. Il faudra des réformes structurelles. Malheureusement, on le sait, ce ne sera pas lors de ce budget-là. Mais pour la simple et bonne raison, je le rappelle, il y a un responsable, il s'appelle Emmanuel Macron, il a dissous l'Assemblée nationale, il a mis du temps à nommer un Premier ministre, qui a lui-même mis du temps à nommer un gouvernement. Résultat, on a un budget qui a été fait en 15 jours. Dans l'histoire de la Ve République, ça n'a jamais existé. Bon, Paul Melun. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec ce que vient de dire Jules, c'est qu'effectivement, en 15 jours, on n'allait pas avoir un budget de rupture. Pas de miracle. Donc ça, c'est pas l'objet de ce budget, je crois, de dire que ce soit un budget de rupture. D'autant que, vu la composition du Parlement et vu l'absence de majorité forte pour porter ce budget, c'était normal que ce soit pas un budget de rupture. Premièrement. Ensuite, sur la fiscalité, il y a une chose qui me choque et il y a une chose qui me choque pas. Que l'on tape sur, entre guillemets, de façon provisoire, les grandes entreprises et sur les plus fortunés. Non, rien n'est provisoire. Alors, je reprends le Premier ministre, Pascal, parce que j'ai sa citation sous les yeux. Par exemple, qui a duré 50 ans, qui devait être provisoire. La CSG qui a bondi de plus de 1% dans 91 à 9%. On va pas. Elle s'est généralisée. La CRDS qui devait s'éteindre en 2024. Mais je suis d'accord avec vous, mais on va pas faire un procès d'intention à Michel Barnier. Il vient d'arriver. Lui, il nous dit dans le journal du dimanche, excellente référence, il nous dit aucune taxe temporaire ne deviendra permanente. Oui. Bon, si jamais dans 6 mois ou dans un an, la taxe, elle n'est pas temporaire, on reviendra le voir et puis on lui dira, Monsieur le Premier ministre, dans le JDD du 20 octobre, vous avez dit quelque chose et vous avez fait le contraire. Et on le mettra face à ses responsabilités. Pour le moment, il a pris un engagement, c'est que ce soit temporaire. Et ça touche les grandes entreprises et les plus fortunés, ça me choque pas. Ce qui me choque en revanche et ce qui me déplaît dans ce budget, c'est les augmentations sur l'électricité ou sur le prix du gaz qui là vont toucher les ménages les moins favorisés. Je pense que par rapport aux problématiques de pouvoir d'achat
d'achat que nous avons déjà dans ce pays, notamment pour les classes moyennes et pour les ménages les plus défavorisés, c'est pas normal qu'ils soient mis eux aussi à contribution. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une contribution que pour les très riches. Et ensuite, il y a un point sur lequel vous avez parlé tout à l'heure, Pascal, et j'étais d'accord avec vous, c'est sur les autres sources d'économie qu'il pourrait y avoir. Il n'y a pas que la fiscalité, il y a le nombre de fonctionnaires, il y a les collectivités territoriales, il y a des recettes qui peuvent être aussi acquises par l'État. On a bradé nos autoroutes, ça représentait des sommes extraordinaires. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas renationalisé nos autoroutes pour reprendre les recettes qui vont dans les poches d'un certain nombre de groupes autoroutiers? Donc il y avait des choses à faire, mais on ne peut pas tout changer en 15 jours, encore une fois. Oui. Alors, un mot, Jules, parce que je voudrais qu'on écoute le député Philippe Juvin, qui a des propositions, qui est membre de la Commission des Finances. Paul parlait de la hausse sur l'électricité. On a parlé de la hausse de la fiscalité pour les grandes entreprises. En commission, il s'est passé beaucoup de choses. Les députés en commission, notamment le duo infernal, Charles de Courson et Éric Coquerel, qui sont plus socialistes que les socialistes, ont décidé non seulement de désactiver le caractère temporaire de la hausse de la fiscalité. Et là, je peux vous dire que ni le RN, ni la majorité présidentielle ne votera un tel budget qui, finalement, rompt complètement avec la promesse de Michel Barnier, qui est faite en effet dans le JDD et qu'il a fait bien avant. Et deuxième chose, en commission, les députés ont choisi de supprimer la taxe sur l'électricité. Elle sera quand même débattue à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas qu'on mente aux gens. Vous faites bien de parler de cette commission. Alors, on va écouter dans un instant Philippe Juvin, mais puisque vous évoquez Éric Coquerel, écoutez, on a une séquence à faire écouter aux auditeurs d'Europe 1. On vous promet qu'elle n'a pas été montée. C'est juste une... Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Les députés, vous savez, ont rejeté en commission des finances la première partie du budget 2025. J'en parlais dans le journal, consacré aux recettes de l'État à cause des nouvelles taxes ajoutées au texte par la gauche via des centaines d'amendements. Et pour que vous vous rendiez bien compte de la quantité d'amendements déposés par la gauche, écoutez l'insoumis Éric Coquerel, président de la commission des finances. Ce n'est pas un montage, on pourrait le croire. Taxe sur les multinationales sur leurs bénéfices réellement réalisés en France, taxe sur les super profits, taxe exceptionnelle sur les super dividendes, taxe sur les opérations d'achat d'électricité, augmentation de la taxe GAFAM, renforcement de la taxe sur les transactions financières, taxe sur les importations de bovins, création d'une taxe kilométrique pour intégrer le coût écologique et social dans les produits importés. Non mais attendez, c'est qu'un extrait, ça a duré comme ça 5 minutes avant, 5 minutes après, sans blague. Le duo infernal, là Jules pour Torres. Le coup illustré par Éric Coquerel, on avait raison de s'inquiéter quand on a donné finalement la Macronie a donné la commission des finances à la France insoumise. On avait raison de s'inquiéter. On savait ce qui se passerait. D'autant plus quand on a nommé Charles de Courson, qui normalement est un libéral, mais qui depuis quelques années a décidé qu'Emmanuel Macron était son pire ennemi et il est devenu plus LFiste que les LFistes. Et donc, on a un président de la commission des finances qui est LFI, un rapporteur général du budget qui, non, n'est pas LFI, mais est sur la même ligne qu'Éric Coquerel. Ils s'amusent tous les deux. Et résultat, quel est le résultat ? Des taxes, non mais Jules, c'est caricatural. Des taxes et encore des taxes. Non, c'est pas caricatural. Dans la litanie de taxes que propose Monsieur Coquerel et qu'on a diffusé il y a quelques instants, il n'y a pas une seule taxe qu'il propose qui soit une taxe des Français. Il a parlé de taxer les GAFAM, il a parlé de taxer des bovins qui arrivent, donc ça c'est par exemple par rapport à notre traité avec le Canada, le CETA. Il a proposé de taxer les transactions financières. Monsieur Chenu, qui était ici vendredi, nous a proposé la même chose que lui. Je suis pas sûr que Monsieur Chenu soit non plus un socialiste. Donc, si vous voyez mon cher Jules, du socialisme, dès lors qu'on propose une taxe pour protéger à nos frontières nos intérêts économiques, comme l'a proposé là Monsieur Coquerel, franchement, vous avez une vision assez expansive. On est déjà le pays le plus taxé d'Europe. On est déjà le pays le plus taxé d'Europe. Il faut pas être binaire comme ça. Il y a des bonnes et des mauvaises taxes. Dites-moi, non mais il y a des propositions qui sont faites. Par exemple, Gérald Darmanin propose de vendre 10% des participations de l'État dans des grandes entreprises, qui permettrait donc à la France de s'en sortir au lieu d'augmenter les impôts. Est-ce que c'est une idée pertinente ? Vendre des participations dans des grandes entreprises. C'est une erreur parce que c'est notre souveraineté, c'est notre bien commun. Moi, je pense que vendre à la découpe ce qui appartient aux Français est toujours une erreur. Et d'ailleurs, ça a été une erreur qui a été partagée à la fois par les socialistes et parfois par la droite, puisque Lionel Jospin a été celui qui a le plus privatisé, il a privatisé les autoroutes. Je pense que tout ce que nous pouvons conserver dans le giron de l'État, donc dans le portefeuille des Français, est une bonne chose, et que ce sont des mesures en plus de très court terme. Vous vendez des participations de l'État, vous prenez un peu d'argent, et puis après, il n'y a plus rien. Donc non, c'est pas du tout une bonne solution. C'est pas une... Le député Philippe Juvin, alors écoutez, juste, on va 30 secondes. Le député Philippe Juvin, membre de la commission des finances, qui dresse une liste d'organismes qui ne servent pas à grand chose, il faudrait peut-être les supprimer, il le propose en tout cas. Les dépenses
honnêtement, il y a du gras et il y a de la gabegie. Le Conseil économique, social et environnemental est un organisme, c'est la 3e chambre de la République, qui coûte environ 46 millions d'euros par an. Et en tant que parlementaire, je n'ai jamais vu un avis du CESE qui m'a éclairé. Je pense que le CESE, c'est très bien quand on a les moyens, et quand on n'a plus les moyens, ça ne marche pas du tout. Donc je vais présenter plusieurs amendements, et un amendement, ça sera de fixer le nombre de membres du CESE à 0. Voilà, le CESE, donc... alors attendez, hein, il dresse toute une liste, il n'y a pas que le CESE. Alors moi aussi, je vais vous faire une liste. Il y a le CESE, ça coûte 60 millions d'euros par an. L'ARCOM, on en a beaucoup parlé ici, 60 millions par an. Le Pass Culture, vous savez quel est le budget du Pass Culture ? Non. 267 millions pour que mon petit frère aille acheter des mangas. Oui. L'industrie cinématographique. Vous supprimez le Pass Culture, allez dire ça aux éditeurs, ça va leur faire plaisir. L'industrie cinématographique qui subventionne à coût de millions d'euros chaque année des films que personne ne va voir. Et le vrai sujet tabou, et là, c'est pas une institution, à un moment donné, il faudra parler des retraites. Il faudra parler des retraites. Je vais vous donner un chiffre qui, normalement, va vous faire tomber de l'armoire. Oui. Ces 60 dernières années, 50% de l'augmentation de la dépense publique n'est imputable qu'à la question des retraites. L'indexation du début de l'année, est-ce que vous savez combien elle a coûté ? Non. 14 milliards d'euros. Il y a un truc qui s'appelle le vieillissement de la population. Eh bien précisément, Paul. Et donc c'est pour ça qu'il faut passer non seulement par une réforme réforme des retraites par capitalisation, pour accroître les inégalités sociales. Et qu'il faut un plafonnement des retraites. Il faudra y aller. Je sais que personne n'osera. Nous avons, ma chère Pascal, ce soir, Jules Torres, qui est le fils spirituel de Margaret Thatcher. Je ne sais pas ce qu'il lui arrive. Il veut faire des découpes partout. L'urgence est au thatchérisme, mon cher Paul Melun. Mais à un moment donné, il faut faire des dépenses. On est là à discuter de réformes structurelles. Il y en a. On ne pourra pas sortir de cette situation de dérapage des finances publiques sans parler de la question des retraites. 30 secondes. Il y a probablement, vous avez raison, Jules, des agences qui ne servent pas à grand-chose. Peut-être y a-t-il des économies à faire dans certaines agences de l'État, peut-être au CESE. Mais de grâce, tombez pas dans une vision caricaturale où vous voulez tout supprimer, tout ce que l'État a mis en place. Le Pass Culture, c'est une très bonne initiative. Vous permettez à des jeunes d'aller vers la lecture, d'aller vers des outils culturels pour se former intellectuellement. Si vous mettez ça par terre au nom de votre idéologie néolibérale, vous allez dans le mur. Mais c'est l'État de nous. Est-ce que l'État a nous acheter nos propres livres ? Est-ce que l'État pour des gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter des livres, c'est normal que l'État appuie là-dessus. C'est les grandes politiques culturelles se sont inscrites là-dessus. Le prix unique du livre, c'était ça. Enfin, vous voulez revenir chacun pour soi avec votre tas de c'est pas le chacun pour soi, c'est le stop à l'État mammouth et à l'État nounou.